Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Séance d'échange ce vendredi avec les jeunes filles et femmes de la commune de Soava sur les violences basées sur le genre, le mariage et les grossesses précoces. C'est une initiative de la direction de la promotion des affaires sociales, de la femme et du genre. Vous en saurez davantage dans ce journal. Ce mercredi, le président du COS-LEPI a procédé à la remise officielle des listes électorales au maire de la commune de Comé. Vous suivrez le compte rendu de cette cérémonie dans cette édition. Un peu plus d'une semaine après l'investiture de Joe Biden, Washington commence à dévoiler ses stratégies au Moyen-Orient. De quoi s'agit-il? Élément de réponse dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Dans un court instant, le développement. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Séance d'échange, je vous l'annonçais en titre ce vendredi avec les jeunes filles et femmes de la commune de Soava sur les violences basées sur le genre, le mariage et les grossesses précoces. C'est une initiative de la direction de la promotion des affaires sociales, de la femme et du genre. Une séance déroulée en présence du conseil technique du ministre des Affaires sociales, représentant le ministre empêché. Selon les statistiques, la commune de Soava est en alerte rouge en matière de mariage précoce et des violences basées sur le genre. Je vous invite à suivre ici un extrait des propos de la directrice de la promotion des affaires sociales, de la femme et du genre et du représentant du ministre au micro de Samson Roquet et de Damien Pedro. Quand on fait le point au niveau de l'Atlantique, au cours de l'année dernière, il y a beaucoup de cas de violences basées sur le genre et notamment les violences sexuelles qui ont été enregistrées par notre système d'information sur la famille, la femme et l'enfant, le SIDOFE de nouvelle génération. Et quand on en vient également à la question des grossesses précoces et du mariage précoce, vraiment c'est des chiffres qui parlent, qui nous interpellent. Et c'est la raison pour laquelle Madame la ministre a souhaité que nous tenions cette séance d'échange et de discussion avec les femmes, les jeunes filles. Selon les données statistiques de SIDOFE, je veux parler du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant, en 2020, on dénombre dans la commune de Soava 102 cas de mariage précoce, 79 cas de grossesse précoce, 46 cas de violences sexuelles exercées sur les filles, 108 cas de violences physiques exercées sur les femmes, 59 cas de violences sexuelles exercées sur les femmes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les droits des femmes et des filles sont violés et leurs aspirations à un avenir meilleur sont détruites. Après la dernière phase d'actualisation des listes électorales, le président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COS-LEPI, et le régisseur général de l'Agence nationale de traitement ANT ont procédé ce mercredi à la remise officielle des listes électorales au maire de Comé. Le point avec Jonas Bouchi. Dernier virage dans l'établissement des listes électorales pour l'élection présidentielle de 2021 au Bénin, la présente cérémonie marque un pas décisif dans le bon déroulement du vote, à en croire le secrétaire général du département du Mono. Nous nous sommes engagés, le processus est irréversible et j'espère qu'avec le concours de tout un chacun de nous ici présents, avec les différentes sensibilisations que nous ferons, nous allons passer cette étape dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, et nous irons aux élections présidentielles dans la quiétude, et ceci va grandir notre pays dans le concert des nations. La remise à bonne date de ces listes par la commission de supervision de la liste électorale permanente informatisée résulte du respect scrupuleux du calendrier électoral par le président du COS-LEPI. Notre présence à Comé tient dans le respect du calendrier électoral établi par la Sénat. Le mercredi 27 janvier, cette liste doit être publiée, affichée, transmise au maire. C'est dans le respect du calendrier que nous sommes là. Nos techniciens sont déjà disponibles. Aussitôt à la fin de cette cérémonie, la même cérémonie aura lieu dans tous
toutes les communes pour transmettre aux autres maires la liste pour le processus d'affichage. Cette cérémonie n'est pas à confondre à une nouvelle actualisation. Elle obéit aux dispositions de l'article 217 de la loi 2018-31 du 3 septembre 2018 portant code électoral en République du Bénin. Au vu des fiches d'inscription, de radiation, de modification et des décisions du Conseil d'orientation et de supervision, de la Cour constitutionnelle ou des juridictions compétentes, le régisseur général procède à l'actualisation du fichier électoral national. Les maires reçoivent du régisseur général copie des extraits de listes électorales par centre de vote et par poste de vote. Procès verbal de cette réception est fait et transmis au régisseur général. Le maire affiche le document imprimé sur le panneau des annonces officielles de la mairie et des bureaux de l'arrondissement. Cette commission de supervision de la LEPI en fin de mission marque la migration de la LEPI vers la LEI et son président a martelé que la commission ne restera pas devoir à aucun de ses agents. Il compte même démarrer les paiements dans les tout prochains jours. L'opération Espadon, initiée par la Marine nationale, initiée depuis ce mercredi, s'est achevée ce vendredi au cours de la deuxième journée. Donc ce jeudi, 3 navires étaient sur mer pour des parades. Voici le compte rendu de Horacia Djodji. Deuxième jour de la manœuvre Espadon initiée par la Marine nationale, 3 patrouilleurs en action. Des navires qui sont soumis à un exercice d'évolution tactique. L'évolution tactique, c'est similaire à une parade navale. La parade navale, ça nous permet de faire déplacer de façon structurée et ordonnée un groupe de navires ou une flotte selon des schémas structurés, bien organisés, pour atteindre un objectif stratégique donné. Un scénario dont l'objectif est de montrer le savoir-faire et la technicité de plusieurs navires qui opèrent ensemble pour accomplir une mission. Ça permet de démontrer la technicité et le savoir-faire. Parce que c'est faire déplacer des navires de façon rapprochée, faire des schémas ensemble, présenter des figures qui sont jolies. Donc, ça demande un certain savoir-faire de travailler en distance réduite. Donc déjà la sécurité. Donc ça, c'est pour éprouver notre savoir-faire. Éprouver nous-mêmes nos capacités à manœuvrer en proximité, en toute sûreté, et nos capacités à travailler de façon synchronisée. Cette manœuvre prend fin ce vendredi par un exercice de sécurisation des plateformes pétrolières en mer. Hors du Bénin, la France envisage de reconfiner, mais une décision qui suscite assez de réactions. Confiner, puis débattre et voter, une proposition qui divise la classe politique. Beaucoup craignent que le débat ne serve de faire valoir. Florilège plutôt de réactions. Suivez. Quelques heures après la suppression de la mission parlementaire sur le Covid, la grande trouille des conséquences du reconfinement oblige le gouvernement à se souvenir de la démocratie parlementaire. Les décisions sanitaires doivent être prises et, en même temps, elles sont formidablement réductrices des libertés de se déplacer, de commerce, d'échanger. Et le garant des libertés, c'est le Parlement. Donc, Jean Castex annonce un débat au Parlement sur le reconfinement. Et maintenant, on apprend qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer le reconfinement dimanche soir. Ils nous prennent ouvertement pour des imbéciles. Cette annonce d'une consultation parlementaire pour reconfiner intervient après la mise à l'arrêt par la majorité des députés LRM de la mission d'information à l'Assemblée nationale de la gestion et de la crise sanitaire. L'opposition, à droite comme à gauche, dénonce une trahison démocratique. Suivons. Adieu, mission d'information parlementaire sur la crise du Covid-19. Les députés de la majorité ont voté mercredi pour la dissoudre, aux grandes dames des élus de l'opposition. Revenons sur ce tour de passe-passe. Pour ausculter la gestion très critiquée de la crise du Covid, une commission d'enquête comprenant des députés de tous bords a été créée le 17 mars 2020. Parmi elles, Agnès Buzyn, ministre de la Santé au début de la crise, ses prédécesseurs, Roselyne Bachelot, Marisol Touraine, ainsi que Jean Castex, Olivier Véran, le directeur de la Santé, Jérôme Salomon, et même l'inénarrable Didier Raoult. Un premier rapport a été rendu en juin 2020. Il notait que notre système de soins avait tenu bon,
Mais il relevait des faiblesses comme l'insuffisance des stocks stratégiques d'équipements de protection, et notamment de masques, la dépendance à l'égard de l'extérieur pour les produits indispensables. Il s'avérait critique envers Santé publique France et les ARS. Second temps, la mission s'est dotée des prérogatives d'une commission d'enquête. Et son rapport, rendu par le rapporteur républicain Éric Ciotti début décembre 2020, s'avérait bien plus cinglant, très précis. Lourdeur bureaucratique et administrative, insuffisante médicalisation des EHPAD, retard dans la prise de conscience de la gravité de la situation, manque structurel de personnel soignant, temps perdu dans le recours aux hôpitaux privés. Il épinglait le manque de protection des médecins de ville, l'impréparation du dépistage de masse, le retard en matière de tests. N'en jetez plus de 200 pages de critiques qui nous replongent dans les affres de 2020. Les députés ont donc demandé la poursuite en mission d'information pour continuer à accompagner la crise et suivre la stratégie vaccinale. Mais les députés de la majorité ont voté son arrêt, provoquant l'indignation des parlementaires de l'opposition. Damien Abad, président du groupe républicain à l'Assemblée, a évoqué un naufrage démocratique. Éric Ciotti, le rapporteur républicain de la mission, s'est plaint d'un coup de force institutionnel. Macron et ses ministres ont peur d'assumer publiquement leur politique hasardeuse, a dénoncé Jean-Luc Mélenchon. On écoute Éric Coquerel, député insoumis, révolté par l'arrêt des travaux. Et là, la seule mission qui avait pour rôle de quand même contrôler et de pouvoir réagir à la gestion de la crise, aujourd'hui est éliminée. Ça dit une dérive autoritaire de plus en plus forte, c'est-à-dire que manifestement, le chef de l'État ne supporte pas que les 66 millions de citoyens français aient un avis sur la question et l'expriment. C'est un peu le symbole de M. Macron qui est obligé de supporter le fait qu'il y ait une assemblée, mais ne tient véritablement pas à lui donner plus de rôle que ça. Du côté de la majorité, Christophe Castaner, le chef de file des députés LREM, a rétorqué. Les commissions d'enquête et missions d'information sont temporaires, c'est l'avis parlementaire. Julien Borotzik, président en marge de la mission d'information, estime que d'autres commissions peuvent se servir de la suite de la crise. Certes, mais pourquoi pas celle-ci, très au fait des tenants et aboutissants pour assurer une continuité. En mars 2020, la mission devait examiner la gestion et les conséquences de l'épidémie de coronavirus, qui est loin d'être terminée. Alors pourquoi enterrer cette mission aiguillon qui regardait dans le rétroviseur et identifiait les carences de la gestion étatique pour améliorer la conduite des opérations ? Heureusement, le cadavre bouge encore. Le Sénat embraye avec la création d'une mission d'information destinée à évaluer les effets des mesures prises en matière de confinement ou de restriction de liberté. On n'empêchera pas les sénateurs de poser des diagnostics constructifs. Restons en France où le vaccin du laboratoire français Sanofi ne sera pas prêt avant la fin de cette année, selon le groupe qui prévoit un transfert de son site strasbourgeois vers celui dans le Val-de-Marne, ce qu'ont dénoncé ce jeudi après-midi des travailleurs de l'entreprise en Alsace. Suivez. Ces derniers jours, tous les regards sont tournés vers lui. AstraZeneca doit rendre des comptes. Le vaccin du groupe pharmaceutique, qui pourrait être le troisième à être approuvé au sein de l'Union européenne, a été recommandé aux moins de 65 ans uniquement par la commission de vaccination allemande. Mais le laboratoire dément et affirme qu'il est aussi efficace pour les personnes de cette tranche d'âge. L'UE a commandé 300 millions de doses du vaccin avec une option d'achat de 100 millions supplémentaires. Mais un autre problème existe toujours. AstraZeneca a annoncé une baisse de 60% des livraisons attendues. Un retard qui serait dû, d'après la firme, à des soucis de rendement dans sa chaîne de production européenne. De son côté, Bruxelles s'impatiente. L'Europe a investi des milliards pour développer les premiers vaccins et créer un véritable commun mondial. Maintenant, les entreprises doivent tenir leurs promesses. Pour sa part, Pfizer-BioNTech promet plus de 100 millions de doses pour l'UE d'ici fin 2021, après une première commande de 400 millions. En France, plus d'1 million de doses de ce vaccin ont été injectées. Moderna est encore loin derrière. Seulement 50 000 premières doses ont été transférées sur le territoire français. Premier né dans la grande course au vaccin, le Sputnik V produit en Russie est lui encore quasiment absent sur le vieux continent. Une situation qui pourrait toutefois évoluer si l'Agence européenne de médicaments venait à valider son dossier. Vladimir Poutine se montre confiant. Je dirais que nous avons de grands projets. Au cours de cette campagne de vaccination contre la grippe, presque 70 millions de personnes se sont fait vacciner. Comme Anna Popova m'a informé hier, il s'agit de 68 millions de personnes. Dans la lutte contre le coronavirus, nous devons atteindre plus ou moins le même niveau.
Reste à savoir si les vaccins français ont encore un rôle à jouer. L'Union européenne a notamment précommandé 300 millions de doses à la firme Sanofi. Malgré l'arrêt de son principal projet, l'Institut Pasteur a lui engagé ses recherches sur 2 autres candidats vaccins. Le Portugal, le pays du secrétaire général de l'ONU, a enregistré ce jeudi de nouveaux records de contagion et de décès provoqués par le SARS-CoV-2. Plus de 300 décès et plus de 16 000 cas supplémentaires en 24 heures. Les hôpitaux sont dépassés. Des hôpitaux au bord de la saturation et un nombre de cas positifs qui ne faiblit pas. Au cours des 2 dernières semaines, le Portugal a été le pays au monde ayant signalé le plus grand nombre de contagions et de décès dus au Covid-19 en rapport avec sa population. Seule l'enclave britannique de Gibraltar a dépassé le triste record portugais. Clairement, les choses se passent très mal. Nous avons observé une croissance exponentielle des nouveaux cas et cela amène à de nouvelles hospitalisations qui à leur tour provoquent une pression gigantesque sur le service national de santé. Cette tension va sûrement durer plusieurs semaines. Cette recrudescence pousse les services hospitaliers à leurs limites. Les experts tablent sur un pic épidémique qui pourrait être atteint mi-février. Une projection qui fait planer le spectre d'un possible effondrement du système de santé. À l'hôpital militaire de Lisbonne, des centaines de soldats ont passé des semaines à transformer chaque espace disponible en salle Covid-19. Au cours des 9 premiers mois, nous avons triplé notre capacité. Mais avec tout ce qui s'est passé le mois dernier, nous avons été obligés de tripler ce qui était déjà une triple capacité. Un grand effort de notre part car nous avons dû mettre en place une opération à grande échelle pour faire face à toutes les demandes que nous avons reçues pour soutenir les hôpitaux de la région de Lisbonne. Le Portugal subit le double effet de l'assouplissement des restrictions de circulation et des rassemblements à Noël. Cette période a coïncidé avec l'apparition du variant anglais et sud-africain. Plus récemment, des experts ont reproché au gouvernement de ne pas avoir réagi plus rapidement. Les vols à destination et en provenance du Brésil, un pays ayant des liens étroits avec le Portugal, où une autre variante inquiétante a été détectée, ne seront interdits qu'à partir de ce vendredi. Face à la situation, le gouvernement a annoncé la limitation des déplacements à l'étranger. Sauf cas exceptionnel, pendant la prochaine quinzaine, les sorties de citoyens nationaux par voie aérienne, terrestre ou maritime seront limitées. Depuis le 15 janvier, les quelques 10 millions de Portugais sont soumis à un deuxième confinement général pour tenter de maîtriser l'explosion de cas de coronavirus. Et dans le reste de l'Europe, plusieurs pays sont en proie à des mobilisations contre les restrictions sanitaires. Parmi les manifestants, professionnels de la culture, restaurateurs ou simples citoyens, tour d'Europe de ce vent de révolte qui semble se lever. Ce jeudi, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué qu'il était trop tôt pour lâcher du lest sur les restrictions en Europe. Aux Pays-Bas, des émeutes ont eu lieu dans plusieurs villes ces derniers jours. Les manifestants s'opposent à l'instauration du couvre-feu, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. En Espagne, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans la capitale pour protester contre les mesures imposées par le gouvernement afin de contrer l'épidémie. Les autorités ont notamment décidé de restreindre les déplacements entre les régions. En Italie, les restaurateurs sont descendus dans la rue pour crier leur mécontentement. Certains ont même décidé d'ouvrir clandestinement. Depuis le 14 janvier, un décret à 2 vitesses autorise les établissements situés en zone jaune à ouvrir, tandis que ceux situés dans les régions classées en zone orange ne peuvent servir les clients sur place. Dans la capitale autrichienne, des milliers de personnes ont défilé, la plupart sans masque, pour protester contre les conséquences économiques de la pandémie. Sur les banderoles, certains réclament le départ du chef du gouvernement, le chancelier Sebastian Kurz. En Bulgarie, des centaines de restaurateurs et patrons de discothèques ont défilé dans plusieurs villes contre la fermeture de leurs établissements. Ils estiment que la moyenne actuelle de 500 cas par jour dans le pays est suffisante pour alléger les restrictions. Outre le Sahel, Washington commence également à dévoiler ses stratégies au Moyen-Orient, un peu plus d'une semaine après l'investiture de Joe Biden à la Maison-Blanche, accord sur le nucléaire iranien, conflit au Yémen ou encore normalisation entre certains pays arabes et Israël. L'administration semble réexaminer la doctrine de la précédente. Suivez. Vos chefs de la diplomatie, Anthony Blinken, a évoqué les nombreux changements à venir afin de rétablir des relations multilatérales.
Premier objectif, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 dont Donald Trump s'est retiré. President Biden has been very clear in saying that if Iran comes back. Le président Biden a été très clair en disant que si l'Iran venait à respecter pleinement ses obligations au titre de l'accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis feraient de même. Et nous utiliserions cela comme une plateforme pour construire avec nos alliés et partenaires ce que nous avons appelé un accord plus long et plus fort pour traiter un certain nombre d'autres questions qui sont profondément problématiques dans les relations avec l'Iran. Mais nous en sommes encore loin. L'Iran a cessé de respecter ses engagements sur plusieurs fronts. Cela prendra un certain temps pour eux de respecter de nouveau leurs obligations et il faudra aussi du temps pour que nous puissions évaluer s'ils respectent leurs obligations. Toujours à propos du Moyen-Orient, le bureau ovale a opté pour la suspension d'une vente d'armes à l'Arabie saoudite et de chasseurs F-35 aux Émirats arabes unis. Les deux monarchies du Golfe soutiennent militairement le gouvernement yéménite dans sa guerre contre les rebelles houthis. Une procédure de routine selon le département d'État américain qui souhaite examiner les objectifs stratégiques des armes américaines utilisées dans ce conflit. Un conflit qui a fait l'objet d'une décision importante de la part de Mike Pompeo juste avant son départ. Le 10 janvier dernier, l'ancien chef de la diplomatie des États-Unis a placé les rebelles houthis au Yémen sur la liste noire des organisations terroristes. Une mesure susceptible d'aggraver la situation chaotique dans le pays. Décision également réexaminée lundi par la nouvelle administration. Nous réexaminons un certain nombre de mesures qui ont été prises à la fin de la dernière administration. Nous voulons nous assurer que nous comprenons dans chaque cas le fondement des décisions qui ont été prises. Je me concentre particulièrement sur la question des sanctions contre les Houthis. Il est d'une importance vitale, même au milieu de cette crise, que nous fassions tout notre possible pour apporter une aide humanitaire au peuple du Yémen, qui en a désespérément besoin. Le président Biden souhaite en revanche garantir les accords d'Abraham et applaudit cette normalisation des relations d'Israël avec plusieurs pays arabes. Avec cette nouvelle diplomatie, Biden souhaite aller à contre-courant de la politique engagée par Donald Trump. L'objectif, rompre avec l'Union. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon week-end à vous.